Le silence à l'intérieur de l'Audi gris charbon élégante était plus lourd que le brouillard côtier qui pressait contre les vitres. Lily Adams était assise sur le siège passager, ses doigts noués si serrés dans son giron que les jointures avaient là pris la couleur d'un vieux parchemin. Elle regardait la ligne d'arbres flous de la Pacific Coast Highway, comptant les bornes de miles qui défilaient, juste pour garder sa respiration régulière. « Tu rumines encore », dit Victor. Sa voix n'était pas forte. Victor Krell n'avait pas besoin de volume pour être oppressant. C'était un baryton doux et exercé, la même voix qu'il utilisait pour conclure des affaires immobilières de plusieurs millions de dollars dans le centre de Seattle. Ça gâche l'ambiance. Lily, on est censé ressauter ce week-end. Pas faire le deuil. Lily ne tourna pas la tête. Je ne fais pas le deuil, Victor. Je regarde juste la route. Elle est glissante. La voiture a une transmission intégrale. Elle tient mieux la route que toi. Il rit de sa propre blague. Jetant un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur, il ajusta son col, s'assurant que sa cravate en soie était parfaitement placée contre sa gorge. D'ailleurs, si tu n'avais pas mis 40 minutes à choisir une robe, on ne serait pas pressé. Lily ferma les yeux. La dispute était un scénario familier. Usée jusqu'à la corde par 5 années de répétition, elle était architecte paysagiste, une femme qui modelait la terre et la pierre en sanctuaire. Pourtant, dans son propre mariage, elle ne trouvait pas un seul endroit solide où poser le pied. Victor la traitait comme un accessoire, nécessaire pour l'image du promoteur prospère, mais agaçant quand il fallait l'entretenir. « Peux-tu ralentir, s'il te plaît ?» demanda Lily, d'une voix faible. Le brouillard s'épaissit. J'ai une réservation pour dîner à 19 heures avec le commissaire à l'urbanisme, rétorqua Victor, sa patience s'évaporant. Je ne vais pas perdre un permis parce que tu es peureuse. Il accéléra. Le moteur ronronna, une bête obéissant à son maître. Victor tendit la main vers son téléphone monté sur le tableau de bord quand il vibra avec une notification. « Victor, regarde la route », avertit Lily, son cœur battant contre ses côtes. « C'est juste un email des services juridiques. Détends-toi ». Il détourna les yeux de l'asphalte sinueux pendant 1 seconde, 2 secondes, pour balayer l'écran. C'est alors que le monde s'effondra. Ils arrivèrent dans un virage aveugle, les pneus chantant sur le pavé mouillé. Une berline noire avançait lentement depuis une allée cachée, ses phares tranchant le brouillard comme des sabres. Elle se déplaçait prudemment, mais Victor allait trop vite pour corriger sa trajectoire. « Victor !» hurla Lily. Il leva les yeux, les écarquillant non pas de peur, mais d'irritation, comme si l'autre voiture l'avait insulté en existant. Il tourna brutalement le volant à gauche. La physique fut impitoyable. L'Audi partit en vrille. Les pneus perdirent leur adhérence sur la route glissante d'huile et de pluie. Le monde bascula sur le côté. Lily vit la falaise, puis le ciel, puis la calandre de l'autre voiture fonçant vers sa vitre. L'impact fut un coup de tonnerre qui vibra dans ses dents. Le métal hurla, un son aigu et déchirant comme un animal blessé. Le côté passager encaissa le gros du choc. Se froissant vers l'intérieur, Lily ressentit un coup massif et sourd sur son flanc, puis la sensation de vol, alors que la voiture dérapa hors de la chaussée et s'écrasa contre le talus. Le silence suivit, un silence absolu, résonnant. Des particules de poussière dansaient dans les faisceaux des phares brisés. Lily essaya d'inspirer, mais sa poitrine semblait prise dans du béton. Elle cligna des yeux, sa vision nageant dans un mélange de rouge et de gris. Elle ne sentait plus ses jambes. La panique, froide et acérée, perça le choc. « Victor !» souffla-t-elle. Un gémissement vint du côté conducteur. Les airbags s'étaient déployés, se dégonflant maintenant comme des poumons épuisés. Victor repoussa le tissu blanc, toussant. Il toucha son front, vérifiant s'il y avait du sang. N'en trouvant pas, il soupira de soulagement. « Ma voiture », siffla-t-il. « Ma putain de voiture ». Il tripota la poignée de la porte. Elle était coincée. Il la força d'un coup de pied avec un grognement d'effort et sortit en titubant dans le brouillard. Lily ne pouvait pas bouger. Elle était coincée, le tableau de bord écrasé contre le bas de son corps. « Victor, aide-moi !» Je ne sens plus mes jambes. Victor se tenait dehors, la pluie froide plaquant ses cheveux sur son crâne. Il ne la regarda pas. Il fit le tour de l'avant du véhicule. Inspectant le capot froissé, il donna un coup de pied dans le pneu de frustration, puis il sortit son téléphone de sa poche, inspectant l'écran pour des fissures. « Victor !» cria Lily, la terreur trouvant enfin sa voix.
Il se tourna alors, regardant à travers la vitre brisée. Son expression n'était pas de l'horreur ou de l'inquiétude. C'était le regard d'un homme calculant la franchise d'assurance. « Reste là », dit-il. Comme si elle avait le choix, je dois appeler l'agent d'assurance avant que les flics arrivent. Je dois m'assurer que le récit est bien établi. Je suis blessée, murmura-t-elle, les larmes se mêlant au sang sur sa joue. Tu vas bien? Tu es consciente? Il la balaya d'un geste, tournant le dos à l'épave pour avoir une meilleure réception. Une ombre tomba sur Lily. Elle leva les yeux, s'attendant à Victor, mais ce n'était pas lui. Un homme se tenait là, serrant son bras gauche qui pendait à un angle anormal. Il était grand, vêtu d'un costume sombre, ruiné par la poussière des airbags. Son visage était pâle, marqué par le choc et la douleur, mais ses yeux, sombres et intenses, étaient fixés sur les siens. C'était le conducteur de l'autre voiture. « Ne bougez pas », dit l'inconnu, sa voix tremblante mais douce. « J'ai appelé les urgences. »« Ils arrivent ?»« Mon mari. »« Halata Lily », hochant la tête vers le dos de Victor qui s'éloignait. L'inconnu regarda Victor, qui faisait les 100 pas à 18 mètres de là, expliquant bruyamment à quelqu'un au téléphone que l'accident était inévitable à cause des conditions routières. La mâchoire de l'inconnu se serra. Il reporta son regard sur Lily, tendant la main à travers la vitre brisée pour prendre la sienne. Sa poigne était chaude, le seul ancrage qu'elle avait dans un monde qui se dissolvait. « Concentrez-vous sur moi, » dit-il. « Je m'appelle Gabriel. Regardez-moi, c'est tout. Ne le regardez pas. » Lily serra la main de Gabriel alors que l'obscurité commençait à envahir sa vision périphérique. La dernière chose qu'elle vit avant que le noir l'emporte fut Victor debout sous la pluie, vérifiant sa montre. L'hôpital sentait l'antiseptique et le café rassis. L'odeur des mauvaises nouvelles. Lily dérivait entre conscience et inconscience. Le passage du temps, marqué seulement par le bip rythmique des machines et le couinement des semelles en caoutchouc sur le linoléum. Quand elle se réveilla pleinement, la douleur avait disparu, remplacée par une insensibilité terrifiante qui commençait à sa taille et descendait. Elle était dans une chambre privée, branchée à des moniteurs. Un homme en blouse blanche étudiait une tablette au pied de son lit. « Madame Krell » demanda-t-il. « Je suis le docteur Nash. Je suis le chirurgien orthopédiste de garde. » Lily lécha ses lèvres sèches. « Mes jambes. Pourquoi je ne peux pas les bouger ?» L'expression du docteur Nash resta professionnelle, mais ses yeux trahissaient une lueur de sympathie. « Vous avez subi une grave fracture par compression de la colonne vertébrale. Des fragments d'os pressent sur les nerfs. C'est pour ça que vous n'avez pas de sensation. Est-ce permanent? » Le mot plana dans l'air comme une lame de guillotine. « Ça n'a pas à l'être » répondit Nash rapidement. « Mais nous avons une fenêtre très étroite. Nous devons effectuer une chirurgie de décompression et de stabilisation. Cela implique des tiges en titane et une équipe spécialisée. Si nous le faisons dans les prochaines 24 heures, vos chances de marcher à nouveau sont supérieures à 90%. Si nous attendons, les dommages nerveux deviennent irréversibles. » Le soulagement l'envahit. « Faites-le, s'il vous plaît. »« Nous préparons le bloc opératoire maintenant, » dit Nash. « Je dois juste régler les aspects financiers avec votre mari. Le matériel spécifique et le neurochirurgien dont nous avons besoin ne sont pas couverts par votre assurance principale. Cela nécessite un important acompte. »« Victor Paera » dit Lily en fermant les yeux. « Il a l'argent ?» Le docteur Nash hocha la tête et sortit de la chambre. La porte ne se ferma pas complètement. Lily resta allongée là, fixant les dalles du plafond, essayant de visualiser ses conceptions de jardin. Des hortensias, des sentiers en pierre, de l'eau coulant, n'importe quoi pour ne pas penser à l'insensibilité. Des voix dérivèrent du couloir. « Dvistosas !» La voix de Victor était tranchante, incrédule. « C'est la part à charge. C'est une procédure spécialisée. Monsieur Krell, » répondit le docteur Nash. « Calmement mais fermement. L'assurance couvre le séjour à l'hôpital. Mais le neurochirurgien et les implants expérimentaux sont exclus de votre police. Nous avons besoin d'une autorisation pour le solde. » « C'est absurde, » ricana Victor. « Et si l'opération ne marche pas, je lâche 172 000 € et elle est toujours en fauteuil roulant. Quel est le retour sur investissement là-dedans ?» Lily arrêta de respirer. Retour sur investissement. Il parlait de sa colonne vertébrale comme d'une propriété en détresse, dans un mauvais quartier. « Nous parlons de la mobilité de votre femme, » rétorqua Nash, perdant son vernis professionnel. « Pas d'un portefeuille d'actions. Écoutez, Doc, » baissa Victor la voix.
Mais l'acoustique du couloir portait chaque mot aux oreilles de Lily. Je suis en pleine crise de liquidité sur le projet du front de mer. Je ne peux pas liquider des actifs pour un peut-être... si elle est paralysée. Elle est paralysée. On peut lui acheter un fauteuil. Je peux adapter la maison pour moins cher que ça? Monsieur Krell, si nous n'opérons pas aujourd'hui, elle ne marchera plus jamais. C'est ce que vous voulez? Il y eut un silence, un long silence étouffant. Puis Victor parla, sa voix froide et définitive. Je ne paierai pas pour une épouse brisée. Docteur, c'est une mauvaise affaire. Si c'est de la marchandise endommagée, c'est de la marchandise endommagée. Je ne jette pas du bon argent après du mauvais. Lily sentit une larme glisser chaude et rapide dans son oreille. Son moniteur cardiaque bipa plus vite. Trahissant sa conscience, « Vous refusez les soins ?» demanda Nash, sa voix dégoulinant de dégoût. « Je refuse d'être extorqué ?» corrigea Victor. « Donnez-lui des antidouleurs. Stabilisez-la. Je retourne à l'hôtel pour digérer ce traumatisme. Ne m'appelez pas sauf si elle est en train de mourir. » Les pas s'éloignèrent. Des clics rapides et confiants de cuir italien sur le carrelage. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Victor entra. Il avait l'air impeccable. Costume frais, cheveux peignés. Il n'avait clairement pas passé la nuit dans la salle d'attente. Il s'approcha du lit, la regardant de haut. Lily garda les yeux fermés, feignant le sommeil. Elle ne pouvait pas supporter de le regarder. Elle ne pouvait pas le laisser la voir supplier. « Tu dois arranger ça, Lily ?» murmura-t-il à sa forme endormie. « Je ne peux pas laisser ça me plomber. J'ai une image à maintenir. » Il tapota sa main, un geste dénué d'affection. Plus comme vérifier la température d'un steak. Puis il se tourna et partit. Lily ouvrit les yeux. La chambre était floue. Elle essaya de s'asseoir, mais son corps n'obéit pas. Dans un spasme de rage et de chagrin, elle renversa la carafe d'eau en plastique de la table de chevet. Elle s'écrasa au sol, l'eau se répandant sur les carreaux, comme les larmes qu'elle refusait de verser. Le docteur Nash entra quelques instants plus tard, l'air furieux. Il tenait un porte-bloc. Il l'a signé, dit Nash doucement, regardant l'eau renversée. Il a signé le refus de responsabilité financière. J'ai entendu, murmura Lily. Donnez-moi mon téléphone. Je dois appeler ma sœur, Madame Krell, sans le paiement. L'administration de l'hôpital annule le créneau opératoire. J'essaie de les combattre. Mais... Donnez-moi juste mon téléphone, dit Lily, la voix brisée. S'il vous plaît. Elle n'était plus seulement brisée physiquement. L'homme à qui elle avait promis sa vie venait de regarder le grand livre de leur mariage et avait décidé qu'elle était un passif à radier. Et la partie terrifiante, c'était que, allongée là sans pouvoir bouger, elle le croyait. Ruby Adams franchit l'entrée de l'hôpital comme un ouragan. Elle avait 5 ans de moins que Lily, avec des boucles en désordre et un tempérament qui suggérait qu'elle était constamment prête pour une bagarre. En tant que parajuriste dans un cabinet qui gérait des divorces difficiles, elle savait exactement comment le monde fonctionnait. Et elle n'avait jamais fait confiance à Victor Krell. Elle trouva Lily dans la chambre sombre, fixant le mur d'un regard vide. « Je vais le tuer », dit Ruby en laissant tomber son sac. « Je vais le trouver et lui arracher la peau. » Il a refusé l'opération ? Ruby, dit Lily, la voix creuse. Il a dit que je n'étais pas un bon investissement. Ruby agrippa la barrière du lit. Les jointures blanches. J'ai appelé maman. Elle essaie d'obtenir un prêt sur la maison. Mais ça prendra des jours. Nous n'avons pas des jours. Il me reste 12 heures, dit Lily. Le docteur Nash a dit que la fenêtre se ferme. Dans la salle d'attente au bout du couloir, Gabriel Saint. John était assis dans une chaise en plastique trop petite pour sa carrure. Son bras gauche était en écharpe et il avait un pansement papillon au-dessus du sourcil. Il avait été libéré des heures plus tôt, mais il n'était pas parti. Il observait le poste des infirmières. Il avait entendu les murmures. L'affaire Krell. Le mari était parti, avait refusé la facture. Gabriel ferma les yeux. Et pendant un moment, il n'était plus à l'hôpital. Il était de retour dans sa propre voiture 3 ans plus tôt, regardant sa femme, Elena, s'éteindre pendant qu'ils attendaient une ambulance arrivée trop tard. Il avait tout l'argent du monde. Il avait fait fortune dans les start-up technologiques, mais l'argent ne pouvait pas acheter du temps. Il ouvrit les yeux. Il n'avait pas pu sauver Elena, mais c'était lui qui avait conduit la voiture qui avait mis Lily Adams dans ce lit. Le rapport de police disait « sans faute », citant la nappe d'huile et le brouillard. Mais Gabriel savait mieux. Il avait vu l'Audi rouler trop vite. Oui, mais s'il avait été 3 secondes plus lent à sortir de son allée,
Il se leva. La douleur dans son bras était une palpitation sourde. Un rappel de sa culpabilité. Il marcha jusqu'au poste des infirmières. « Je dois parler à quelqu'un du service de facturation maintenant. » L'infirmière leva les yeux, agacée. « La facturation est fermée. »« Monsieur, ouvrez-la, » dit Gabriel. Il ne cria pas, mais il projeta le genre d'autorité qui faisait écouter les gens. « Ou faites descendre l'administrateur de l'hôpital, peu importe lequel. » 10 minutes plus tard, Gabriel était dans un petit bureau avec un administrateur harassé, « Monsieur Saint John, » dit l'homme en regardant la carte de crédit de Gabriel. Une lourde carte en métal noir signalant des limites illimitées. « Vous comprenez que c'est hautement irrégulier? Vous n'êtes pas un parent. J'étais l'autre conducteur, » dit Gabriel. « Je me sens responsable. Le rapport de police vous a blanchi? Ma conscience ne l'a pas fait, » répondit Gabriel. « Mettez l'opération sur la carte. Tout. Les spécialistes, le matériel, les soins post-opératoires, tout. » Son mari a refusé. C'est plus de 172 000 €. Ai-je bégayé? Gabriel fit glisser la carte sur le bureau. « Il y a une condition. Elle ne doit pas savoir que c'était moi. »« Pas encore. Elle a assez à gérer. Dites-lui que la compagnie d'assurance a revu la demande et inversé la décision. Dites-lui qu'une erreur administrative a été corrigée. » L'administrateur hésita, puis prit la carte. « Vous lui sauvez la vie? Vous savez, ou du moins sa vie telle qu'elle la connaît. »« Je paye une dette, » murmura Gabriel. De retour dans la chambre, Ruby faisait les 100 pas au téléphone avec une banque, hurlant sur les taux d'intérêt. Lily pleurait silencieusement. Le docteur Nash fit irruption dans la chambre, l'air rougeau. « Raccroche !» dit-il à Ruby. Il regarda Lily. « On y va !» Préparez la patiente. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Quoi? Victor. Est-ce que Victor est revenu? » Nash hésita. Il connaissait la vérité. L'administrateur l'avait briefé, mais il voyait l'espoir dans les yeux de Lily. Il ne pouvait pas l'écraser, mais il ne pouvait pas mentir pour ce salaud de mari non plus. « Le financement est sécurisé, » dit Nash prudemment. L'administration a trouvé un moyen de le faire passer immédiatement. Nous n'avons pas le temps de discuter de la paperasse. Il faut y aller maintenant. « Oh, merci mon Dieu !» sanglota Ruby en s'effondrant dans une chaise. Alors que les aides-soignants se précipitaient pour débloquer les roues du lit, Lily sentit une montée d'adrénaline. Elle allait se battre. Alors qu'on la roulait dans le couloir, la civière passa devant un homme debout près des distributeurs automatiques. Il était grand, aux cheveux sombres, avec le bras en écharpe. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Gabriel Saint. John hocha la tête. Un geste d'encouragement presque imperceptible. Lily ne savait pas qui il était, mais dans le chaos des lumières défilantes et la peur du scalpel, son regard stable fut la dernière chose qu'elle vit avant que les portes du bloc opératoire s'ouvrent. L'opération dura 8 heures. Ce fut une danse épuisante et délicate de titane et de terminaisons nerveuses. Le docteur Nash et son équipe travaillèrent avec la précision d'experts en déminage, retirant les éclats d'os de la colonne vertébrale. Pendant que Lily gisait ouverte sur la table, Ruby était assise dans la salle d'attente, gardant les effets personnels de Lily comme un dragon sur son trésor. La police avait libéré les bagages du coffre de l'Audi complètement détruites, et Ruby les avait traînés à l'hôpital. Elle fouilla dans le sac de week-end en cuir de Victor. Cherchant des cartes d'assurance ou des documents qu'elle aurait pu manquer, elle sortit une chemise en soie, ricanant devant le tissu coûteux. Puis sa main effleura quelque chose de dur dans la poche latérale. Elle le sortit. C'était la Rolex Daytona de Victor, celle qu'il appelait son porte-bonheur. Il ne l'enlevait jamais. Il avait dû l'enlever dans la voiture pour essuyer la pluie ou vérifier les rayures après l'accident. Et dans sa panique pour partir, il l'avait oublié. « Espèce de salaud !» murmura Ruby. « Tu as laissé ta chance derrière toi? » Elle zippa la montre dans la poche intérieure de son propre sac. « Caution !» Lily survécut. Elle se réveilla en soins intensifs. Un brouillard de morphine atténuant l'agonie hurlante dans son dos. Les premières 24 heures furent un flou d'infirmière vérifiant les signes vitaux et du docteur Nash pinçant ses orteils. « Vous sentez ça ?» demandait-il. Le matin du 2e jour, Lily se concentra. C'était comme essayer d'entendre un murmure dans un ouragan, mais là, faible et distant, il y avait une sensation, une pression. « Oui », croassa-t-elle. « Bien », expira Nash. La connexion est établie. Au 3e jour,
Le brouillard de morphine commença à se dissiper, remplacé par la clarté tranchante de la réalité. Ruby était assise près du lit, l'air épuisé. « Il a appelé ?» demanda Lily. Sa gorge était comme du papier de verre. Ruby hésita, puis secoua la tête. « Non, ne me mens pas. Rubes. » Ruby soupira et sortit son téléphone. « Il n'a pas appelé, mais il est actif. » Elle tourna l'écran vers Lily. C'était Instagram, le compte de Victor. Il y avait une photo postée 12 heures plus tôt. Victor debout sur un balcon surplombant l'océan au resort où ils étaient censés aller. Il tenait un verre de scotch. La légende disait « Parfois, la vie vous lance une balle courbe. Je prends quelques jours pour réfléchir et me recharger. » Résilience, mentalité, soin de soi. Il n'y avait aucune mention de sa femme, aucune mention de l'hôpital. Il jouait la victime stoïque d'une tragédie vague, récoltant des likes de sympathie tout en buvant du scotch coûteux, croyant que sa femme gisait paralysée dans un lit d'hôpital public parce qu'il était trop radin pour la réparer. Quelque chose en Lily se brisa. Ce n'était pas un bruit fort, comme un os se cassant. C'était le son discret et terrifiant d'un lien qui se coupe. L'amour qu'elle avait pour lui, l'amour désespéré et suppliant qu'il avait fait tolérer ses insultes pendant des années, se calcifia instantanément en quelque chose de froid et dur. « Il pense que je suis brisée », murmura Lily. Sa voix n'était plus faible. Elle était tranchante comme un rasoir. « Il pense que je suis assise ici à attendre qu'il décide quoi faire de moi. C'est un monstre », dit Ruby, les larmes aux yeux. « C'est un idiot », corrigea Lily. Elle essaya de s'asseoir. La douleur était aveuglante, lui brûlant la colonne, mais elle serra les dents et se força à se redresser. « Lily, arrête! Tu dois te reposer? J'en ai fini avec le repos. » Lily haleta, la sueur perlant sur son front. « Il m'a laissée pour morte. Ruby. » Il a signé un papier disant que je ne valais pas la peine d'être sauvée. Elle regarda sa sœur avec des yeux qui brûlaient. « Appelle l'avocat, apporte les papiers. Je veux tout. Et je veux qu'il sorte de ma vie avant que je sorte de ce leak. »« Je suis en avance sur toi, » dit Ruby, un sourire sauvage se répandant sur son visage. « J'ai rédigé la pétition ce matin. Abandon conjugal, négligence médicale, cruauté émotionnelle. J'ai juste besoin de ta signature. Apporte-la, » dit Lily. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, projetant des ombres rayées sur le lit. Lily était épuisée par sa séance de kinésithérapie. Le docteur Nash lui avait fait faire des exercices isométriques, et bien qu'elle ne puisse pas encore marcher, la force dans ses jambes revenait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. La rancune, s'avéra-t-il, était un puissant stimulant de performance. On frappa à la porte. « Entrez !» dit Lily, s'attendant à une infirmière. C'était Gabriel Saint. John. Il portait des vêtements frais, un jean et un pull, mais son bras était toujours en écharpe. Il tenait un bouquet d'hortensias, pas de roses. Des hortensias, ses préférés, Monsieur Saint. John, dit Lily, surprise. L'homme de l'accident. Appelez-moi Gabriel, s'il vous plaît, dit-il en entrant. Il posa les fleurs sur la table. Je voulais prendre de vos nouvelles. J'ai vu votre sœur dans le couloir. Des hortensias. Note à Lily. Comment saviez-vous? J'ai regardé votre portfolio, admit Gabriel, rougissant légèrement. Le groupe Adams Landscape. Vous les utilisez dans presque toutes vos conceptions. J'ai pensé que vous aimeriez voir quelque chose de vert. Lily sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle ressentait depuis des jours. Merci, ils sont magnifiques. Gabriel se tenait maladroitement près du lit. J'ai entendu que l'opération était un succès. Oui, dit Lily, son expression s'assombrissant. Sans l'aide de mon mari, Gabriel baissa les yeux vers ses chaussures. La culpabilité irradiait de lui. Lily, il y a quelque chose que vous devez savoir sur l'accident. Sur l'opération, Gabriel prit une inspiration. Ce n'était pas une erreur administrative. L'assurance n'a pas inversé sa décision. Lily fronça les sourcils. Alors qui? Elle s'arrêta. Elle regarda l'homme devant elle, un inconnu qui lui avait tenu la main sous la pluie pendant que son mari vérifiait son pare-choc. Un homme avec une amex noire et une conscience coupable. C'est vous qui avez payé, murmura-t-elle. Je ne pouvais pas le laisser vous faire ça, dit Gabriel calmement. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. J'aurais donné jusqu'au dernier centime pour lui acheter une chance de plus. Voir qu'il jetait la vôtre. Je ne pouvais pas regarder ça. Lily le fixa. Elle aurait dû ressentir de la honte qu'un inconnu ait dû racheter sa colonne parce que son mari ne le ferait pas.
Mais elle ne ressentit pas de honte. Elle ressentit de la clarté. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que vous demandez le divorce ?» dit Gabriel en hochant la tête vers les papiers que Ruby avait laissés sur la table de nuit. « Et votre sœur avocate va découvrir d'où vient l'argent, de toute façon. Je ne voulais pas que vous pensiez lui devoir quoi que ce soit. Vous ne devez rien à Victor Krell. Il ne vous a pas sauvé. » Lily tendit la main. Gabriel hésita, puis la prit. Sa poigne était ferme, rassurante. « Merci, dit-elle. Je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Concentrez-vous d'abord sur la marche, dit Gabriel doucement. On pourra parler du reste plus tard. À ce moment-là, Ruby fit irruption dans la chambre, agitant une enveloppe Kraft. Elle s'arrêta en voyant Gabriel, ses yeux se plissant, puis s'adoucissant en voyant les fleurs. « J'ai eu l'approbation du juge, » annonça Ruby. « Ordonnance de protection temporaire d'urgence, accordée sur la base du document de refus de soins. S'il s'approche à moins de 15 mètres de toi, il va en prison. Il va revenir, dit Lily. Il reviendra pour sa montre. Il aime cette chose plus que moi. J'ai la montre. » Ruby tapa sur son sac, pose-la sur la table, dit Lily. Un plan froid se forma dans son esprit. « Et aide-moi à me lever. Je dois m'entraîner à me tenir debout. » Lily. Le docteur Nash a dit. Je me fiche de ce que le docteur Nash a dit. Quand Victor franchira cette porte, je ne serai pas allongée sur le dos, je serai debout. Le 3e jour, le jour du retour de Victor, fut un flou d'agonie et de détermination. Le docteur Nash avait autorisé Lily à s'asseoir dans un fauteuil, mais se tenir debout était hautement ambitieux. Lily redéfinit l'ambition. Elle passa la matinée à agripper le déambulateur, la sueur coulant sur son visage, forçant ses muscles dormants à s'activer. Chaque terminaison nerveuse hurlait. On aurait dit que ses jambes étaient plongées dans de l'eau bouillante. Mais chaque fois qu'elle voulait s'effondrer, elle pensait à la photo Instagram. « Résilience », commanda-t-elle à nouveau. Ruby se tenait derrière elle, prête à la rattraper. « Tu trembles, Lil. Je vais bien? Encore. » À midi, elle pouvait se tenir debout 30 secondes. À 14 heures, elle pouvait gérer 1 minute, s'appuyant lourdement sur le rebord de la fenêtre. « C'est assez. » Haleta Lily en s'effondrant dans le fauteuil roulant. « Il a envoyé un message, » dit Ruby en regardant son téléphone. « Il est à 20 minutes. Il dit « Prépare mes sacs, je viens chercher ma montre, et ensuite on doit discuter des arrangements de vie. Il pense que je rentre avec lui. » Lily rit, un son sec et sans humour. « Il pense qu'il va me ranger dans la chambre d'amis et engager une infirmière. Il est temps de faire les bagages, » dit Ruby. Elles ouvrirent le placard. Les vêtements salvagés de Victor, ses costumes italiens, ses chemises en soie étaient accrochés là, nettoyés par le service de l'hôpital. « Prends les sacs poubelles, » dit Lily. Elles ne plièrent pas les vêtements, elles les fourrèrent, les froissèrent, les traitèrent comme les ordures qu'ils étaient. Un costume Armani à 2180 faux fut roulé en boule et enfoncé dans un grand sac poubelle noir. Ses chaussures habillées furent jetées par-dessus. Éraflant le cuir, « Ça fait du bien », admit Ruby en nouant le 2e sac. « Laisse la montre sur la table, » dit Lily, bien au centre. Elle roula jusqu'à la salle de bain. Elle se lava le visage. Elle mit un peu de maquillage, pas pour lui, mais comme peinture de guerre. Elle brossa ses cheveux. Elle enfila les vêtements que Ruby avait apportés de la maison, un pantalon en lin doux et un chemisier blanc. Pas de chemise d'hôpital, pas de victimisation. Il est dans l'ascenseur, dit Ruby en vérifiant le suivi sur le téléphone de Victor. Il partageait une application de localisation qu'il avait oublié de désactiver. « Aide-moi à me lever, » dit Lily. Ruby hésita. « Lily, aide-moi à me lever. » Ruby attrapa le bras de Lily. Avec un grognement d'effort, Lily se poussa hors du fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient violemment. Elle traîna les pieds jusqu'à la fenêtre, agrippant le rebord avec une force qui blanchissait ses jointures. Elle bloqua ses genoux. « Cache le fauteuil roulant », ordonna Lily. Ruby poussa le fauteuil dans la salle de bain et se posta près de la porte. Bras croisés, laisse-le entrer. Victor Krell descendit le couloir de l'hôpital comme s'il en était le propriétaire. Il avait passé 3 jours au spa du resort à peaufiner son récit. Il dirait à tout le monde que le choc de l'accident avait été trop fort, qu'il avait besoin d'être fort pour elle. Il paierait l'opération maintenant, peut-être négocierait une remise puisque l'urgence était passée, et jouerait le héros. Il atteignit la chambre 304. Il ajusta sa cravate. Il prépara son visage, triste, inquiète, magnanime. Il poussa la porte.
Lily, je suis tellement désolée. Il se figea. Le discours mourut dans sa gorge. Il cligna des yeux. Sûrement qu'il hallucinait. Lily n'était pas dans le lit. Le lit était fait, impeccable et vide. Lily se tenait près de la fenêtre. Elle était debout. Elle était habillée. Le soleil la silhouettait, la faisant ressembler à une statue de jugement taillée dans le marbre. Elle était pâle et ses jambes tremblaient légèrement, mais elle se tenait droite, le regardant de haut avec des yeux qui ne contenaient absolument aucune chaleur. « Lily, balbutia-t-il, tu marches, tu te tiens debout, debout, corrigea-t-elle. Sa voix était calme, stable. Surpris? J'imagine que c'est dur de suivre ma guérison depuis le terrain de golf. Les yeux de Victor balayèrent la chambre. Il vit Ruby adossée au mur, souriant d'un air moqueur. Il vit les sacs poubelles noirs empilés sur le lit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Victor, son agressivité montant pour masquer son choc. « Pourquoi mes vêtements sont dans des sacs poubelles ?»« Parce que c'est là qu'est la place des ordures. »« Victor, » dit Lily. Victor entra dans la chambre, son visage rougissant. « Écoute-moi bien, je sais que tu es émotive. J'ai pris une décision financière basée sur les informations que j'avais. Je suis là pour te ramener à la maison. On peut arranger ça ?» Il fit un pas vers elle. « Ne fais pas ça, » dit Lily. C'était un ordre. Pas une supplication. Victor s'arrêta. Il regarda la table de chevet. Il vit la Rolex Daytona. « Ma montre » dit-il, soulagé de voir un objet familier. « Je pensais l'avoir perdue. » Il marcha jusqu'à la table et tendit la main vers le bracelet argenté. Lily hocha la tête vers Ruby. Ruby s'avança et plaqua une épaisse enveloppe Kraft sur la montre, piégeant la main de Victor. « Qu'est-ce que c'est ?» grogna Victor en retirant sa main. « Vous êtes servi ?» dit Ruby avec une immense satisfaction. « Papier de divorce et ordonnance de protection. »« Une ordonnance de protection !» Victor rit incrédulité. « Je suis ton mari ?»« Tu es un inconnu ?» dit Lily. Elle lâcha le rebord de la fenêtre, s'équilibrant seule pendant une seconde terrifiante et triomphante. Elle fit un petit pas tremblant vers lui. Victor recula instinctivement d'un pas. La dynamique de pouvoir dans la chambre bascula violemment. L'épouse brisée avait disparu. Le passif était devenu le juge. « Tu as signé un papier refusant de payer pour mes jambes ?» dit Lily. « Ce papier est la pièce A dans le dossier d'abandon. Tu vas perdre la maison? Tu vas perdre les parts de l'entreprise? Tu vas tout perdre, Victor, parce que tu as essayé d'économiser 172 000 €. Tu ne peux pas faire ça, siffla Victor. Je t'enterrerai au tribunal. Essaye. » La voix de Gabrielle Sainte. John vint de la porte. Victor pivota. Gabrielle se tenait là, flanquée de 2 gardes de sécurité de l'hôpital. « Toi, » ricana Victor. « Le type qui nous a percutés, le type qui a payé pour son opération, » corrigea Gabrielle calmement. « La dette m'est maintenant due et j'ai de très bons avocats. » Victor regarda de Gabrielle à Lily, puis au sac poubelle. Il réalisa avec une horreur naissante qu'il avait complètement perdu le contrôle. « Escortez M. Krell dehors, » dit Gabrielle aux gardes. « Il viole une ordonnance judiciaire. »« Ce n'est pas fini, » hurla Victor alors que les gardes saisissaient ses bras. Il se jeta sur la montre. Lily tendit la main, ramassa la Rolex et la regarda. « Tu veux ça ?» Elle la tendit. Victor tendit la main. Lily ouvrit les doigts. La montre tomba. Elle heurta le carrelage dur avec un craquement écœurant. Le verre se brisa. « Oups !» dit Lily, le visage de pierre. « Brisé, juste comme tu les aimes. » Victor fut traîné dehors, hurlant des obscénités, serrant ses sacs poubelles, alors que la porte se fermait. Les jambes de Lily cédèrent enfin. Gabrielle se précipita en avant, la rattrapant avant qu'elle touche le sol. Il la soutint, son poids reposant entièrement contre lui. « Je l'ai fait » murmura-t-elle contre sa poitrine. Les larmes venant enfin. « Oui » dit Gabrielle en la serrant fort. « Tu t'es tenue debout ?» 6 mois plus tard. L'inauguration du jardin communautaire Adams et Sainte. John fut l'événement social de la saison Kiki. C'était un vaste parc urbain au centre de la ville, conçu pour être pleinement accessible aux personnes à mobilité réduite. Lily Adams se tenait au podium. Elle n'utilisait pas de canne ce jour-là. Bien qu'elle ait une légère boiterie rythmique qu'elle portait comme un badge d'honneur, elle avait l'air radieuse dans une robe verte, s'adressant à la foule. « Nous construisons des jardins, » dit-elle dans le microphone, pour nous rappeler que les choses peuvent repousser après un hiver rigoureux. Que la terre brisée n'est qu'un endroit pour de nouvelles racines. La foule applaudit.
Au premier rang, Ruby applaudit le plus fort, essuyant une larme. À côté d'elle était assis Gabriel, regardant Lily avec un air de fierté calme et intense. Après les discours, la foule se mélangea. Gabriel trouva Lily près de la fontaine. « Tu étais incroyable, » dit-il. « J'étais nerveuse, » admit-elle. Ma jambe cramponnait. « Personne n'a remarqué. »« Moi, je l'ai remarqué, » dit-elle en le regardant. « Mais je ne suis pas tombée. Je ne t'aurais pas laissé faire, » répondit-il. Leur relation avait été un feu couvant. Elle n'était pas construite sur la romance au début, mais sur des séances de rééducation, des audiences au tribunal et des discussions tardives sur le deuil. Mais maintenant, debout au soleil, c'était quelque chose de solide, de réel. « Tu as entendu parler de Victor ?» demanda Ruby en les rejoignant avec 2 verres de champagne. « J'essaie de ne pas, » dit Lily. « Il a réglé, » grinça Ruby. « La clause d'abandon a détruit son contrat de mariage. On a eu la maison, il vit dans un condo à Bellevue, et personne en ville ne veut faire affaire avec lui, après que l'histoire de son refus à l'hôpital a fuité. C'est un actif toxique maintenant. » Lily prit le champagne. Elle regarda les bulles monter. Elle pensa à l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui mesurait l'amour en retour sur investissement. Il était parti, un fantôme d'une vie passée. Elle regarda Gabriel. Il n'était pas parfait. Il portait ses propres cicatrices, mais il avait payé une fortune pour une inconnue, et il n'avait jamais demandé de reçu. « Allons-y » dit Lily. « Où » demanda Gabriel. « Dîner quelque part sans nappe et avec un éclairage horrible. J'en ai marre d'être parfaite. » Gabriel rit. Il lui offrit son bras. Lily n'en avait pas besoin pour marcher. Elle l'avait prouvé, mais elle le prit quand même, en roulant sa main autour de son avant-bras. « Guide-moi » dit-elle. Ils sortirent du jardin ensemble, laissant la montre brisée et la vie brisée loin derrière eux. That you scroll to. Ah, yep. Okay, so I can. Cool. All right. Let's adventure. Let's adventure this away. Man, if I had carrots, I could have tamed that horse that was over there. I'd really been an adventurer, but this is fine. This is all good. Ooh. Actually, just another thought. Might take my music box and my record. Because then if I run into a meadows, we're locked and ready to go. Don't you need carrots to tame a horse? What do you need? Just sit on it until it likes you? What am I thinking of carrot related? Freaking maps, get out of my face. Okay. Not there. It's in here. Well, the music disc is in here. That's there. I mean, that can go in a bundle. Nope, that can't go in a bundle. Why? Big block can go in bundle. Music disc? Impossible. How strange, how odd. Alright. Let me grab the saddle then. I feel embarrassed about that now. Where's I definitely had a saddle. I think I put it in one of these. Look. Slight detour on our way to adventure. Anything that takes up a whole stack. Right. So can't stack discs, therefore, etc. I'm learning. Okay, horse. Hello, Hansi. Oh shit! Sorry. My bad, homie. Right, so I have to
How the fuck does this work again? Right clicking with an empty hand. Why empty? Why empty? Just tell me. Tell me why. Okay. Now I put saddle on horse. I now control the horse. I don't suppose... Did anyone see my diamond armor for a horse in then? So I definitely had another set. Oh, yes. Lovely. Please stop walking away from me. And then I do... Oh. Perfect. Alright, now we're adventuring. Question, how high can this horse jump? Alright. Couple of false starts, but we got there. But we are now adventuring. Woohoo! I wonder what beautiful sights we will see. And this way I don't have to keep spamming my squeaky space key. Yeah! Adventure! Alright, I assume this is not meadows. This isn't teal enough.